Bonjour à vous, Ezoul, bel après-midi, il est tout juste 14h04. Ravi de vous retrouver en direct dans l'émission L'Instant Culture qui aujourd'hui marque le centenaire de Frantz Fanon. Frantz Fanon, cet Algérien humaniste, était psychiatre, politique et producteur d'une pensée universelle. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir à côté de moi, donc dans les studios, Mohamed Chakali, il est sous-directeur responsable de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé. Il est psychiatre de formation. J'ai oublié la fonction importante de Monsieur Chakali. Il est membre de l'association Les Amis de l'hôpital de Frantz Fanon. Et nous avons avec nous par téléphone, alors 3 appels. Abd Nour Zahzah devait être avec nous au studio, mais il est au niveau de l'hôpital Frantz Fanon, réalisateur de cinéma. Il vient de sortir un film biographique, Docteur Frantz Fanon, et on l'a reçu, on a parlé de son film. Et nous aurons aussi l'intervention de Miloud Yebrir, il est écrivain et psychiatre. Et à partir de Constantine, nous avons le professeur Idriss Taranti, voilà. Il est pédopsychiatre, il a écrit plusieurs publications sur Fanon. Voilà, on vous a présenté les invités qui vont nous accompagner jusqu'à 15h. Vous restez avec nous, on écoute une chanson, le temps de contacter nos invités par téléphone et on commencera l'émission. 14h09, l'instant culture consacré à Fanon, qui était une figure majeure des luttes décoloniales. Et cette année 2025 marque le centenaire de sa naissance. Et pour nous en parler, donc, nous sommes en compagnie de nos invités. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Docteur Chakali. Bonjour, merci d'être avec nous, fidèle au poste et évidemment psychiatre. Et je suis sûre que la pensée de Fanon vous accompagne tout le long de votre carrière. Et nous avons aussi avec nous, en direct de Constantine, professeur Idriss Taranti. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour aux auditeurs. Merci à vous. Alors peut-être je commence par vous. La première question, messieurs, les deux, vous pouvez répondre. La pensée de Fanon est plurielle, elle aborde différents terrains, mais comment peut-on le définir ou le qualifier, selon vous, professeur Taranti? Alors, il est assez difficile de synthétiser la pensée de Fanon en un mot. Fanon est à la fois un psychiatre et un révolutionnaire. Et il a été en même temps et tout le temps cela à la fois. Et sa psychiatrie est une psychiatrie révolutionnaire et sa pratique de la psychiatrie est aussi une révolution permanente à la fois chez la personne, chez l'individu, mais aussi dans la société. Et de toute façon, son existence a été un engagement à la fois pour, disons, soulager les personnes malades, à la fois de leurs malades psychiques, en psychiatrie, mais aussi s'engager activement dans le soulagement du fardeau qui pèse ou de la souffrance ou disons des traumatismes ou de tout ce qu'on pourrait appeler une domination qui s'exerce sur les sociétés. Et à aucun moment, il n'y a eu séparation dans son activité ni dans sa pensée, à la fois de la libération de l'être par rapport à la maladie, mais aussi de la libération de l'être pris dans les contradictions de la société et de toutes les souffrances qui peuvent naître de ce. Voilà, et on va essayer de détailler. Je me tourne vers vous, Mohamed Chakali, docteur, psychiatre, responsable de la santé mentale au ministère de la Santé. Pour vous, comment vous arriverez à le définir ou à le qualifier, Fanon? Effectivement, je confirme tout ce qui a été dit. D'abord, on est surpris par sa durée de vie longévité, toute sa vie courte, ans. Mais sa longévité dans le... Voilà, il est décédé à 36 ans d'un cancer, soigné aux États-Unis avec beaucoup d'efforts du mouvement de l'époque, de la révolution algérienne. Donc, à ce moment-là, il vivait en Tunisie, mais il a été évacué jusqu'aux États-Unis pour faire des soins. Malheureusement, la maladie était trop grave et son décès est arrivé très vite. Et il a voulu être enterré algérien et en Algérie, et il a été enterré algérien en Algérie. Donc, Fanon, effectivement, c'est un homme multiple, à facettes multiples, et l'œuvre est en parfait décalage avec sa durée de vie, 36 ans. Parce que la grandeur de ses actions et mourir à 36 ans, vous avez dit, il a eu plusieurs vies dans une seule vie.
Absolument. Et Fanon est aussi très lu dans le monde entier. Et beaucoup plus, peut-être que même chez nous, mais beaucoup plus surtout en France, qui est notre langue de travail, qui est la langue qui véhicule donc nos connaissances. Et là, on a un peu payé le prix de sa peut-être méconnaissance, parce que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas très très bien Fanon. Et ne connaissent pas son parcours, ne connaissent pas son engagement, parce que Martiniquais, d'où il est venu, après avoir participé à la Seconde Guerre mondiale du bon côté, il a pris fait et cause pour la Révolution algérienne, après avoir vécu 3 ou 4 ans à l'hôpital France Fanon de Blida, qui porte son nom maintenant. Donc c'est tout ça, Fanon. Et comme disait mon ami Terranti, il est extrêmement difficile de synthétiser. De le résumer. Les centaines d'ouvrages que nous avons recensés d'ailleurs lors du colloque qu'on a fait en 2012. Esprit de France Fanon. Je dirais les centaines d'ouvrages dans beaucoup d'universités, que ce soit en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, aux États-Unis particulièrement, parce qu'il a été un peu le porteur, le moteur du mouvement les Black Panthers aux États-Unis. Donc c'est vraiment un homme immense auquel nous sommes tenus en tant qu'Algériens de nous sentir, j'allais dire, redevable. Oui, tout à fait. Voilà. Fanon a révolutionné, professeur Idriss Terranti, a révolutionné la santé mentale dans un système colonial qui s'oppose quotidiennement à une perspective humaniste. Pour lui, il y a double aliénation en tant que malade et en tant qu'Algérien, dépossédé de son identité. Pouvez-vous nous en dire plus, professeur? Oui, tout à fait. De par sa sensibilité, disons, personnelle, ou ses positions éthiques et aussi toute la formation qu'il a eue depuis le lycée, la faculté de médecine, etc. C'est quelqu'un qui s'est engagé à la fois, comme l'a souligné Chakali, très tôt, dès la sortie de l'adolescence, et ça c'est par rapport à sa sensibilité, donc dans ce qui était à l'époque le combat contre l'hitlérisme et donc le nazisme. Et sa sensibilité aussi l'a amené immédiatement et rapidement à s'apercevoir que ce combat était lui-même aliénant, parce que les gens qu'il a été défendre l'ont particularisé, l'ont isolé, l'ont racisé. Et ça a été sa première grande déception qu'il a formulée par une lettre à ses parents. Alors, pour expliciter un peu... oui, pour le grand public, hein, professeur Terranti. Oui, oui. Là. Pour le grand public, ce que je pourrais dire de manière assez simple, Fanon est un désaliéné. L'aliénation étant comprise, disons de façon assez simple, comme étant la présence que nous portons en soi. C'est-à-dire qui nous enferme dans des comportements, dans des positions, dans des situations que les autres nous attribuent. Et nous définissent. Le colonisé définit, le colonisateur définit le colonisé comme un être inférieur. Oui. Hein? Et la conception qu'a Fanon de l'homme, c'est finalement ce qu'il représente, ce qu'il constitue dans ses rapports avec la société, sans nier bien sûr tout ce qui est intrapsychique, c'est-à-dire sa dimension psychologique et de la personne, sans nier cet aspect. Et donc la libération d'une personne ne peut, de l'aliénation, ne peut se faire que par la restitution de sa propre liberté par rapport à ce qu'il aliène en tant qu'individu dans ses complexes intrapsychiques, etc. Oui. Mais aussi par rapport à ce qu'il aliène dans ce que les autres font de lui. De lui, tout à fait. Se représentent de lui. Donc il doit se libérer à la fois de la dimension intrapersonnelle et interpersonnelle par rapport à la société. Et de ce fait, il n'y a pas de différence, disons, de nature. C'est une sorte de continuum entre l'aliénation d'une personne par rapport à ses propres représentations, mais aussi son aliénation inscrite dans la société, dans des rapports de domination, à tel point que pour Fanon, par exemple, les rapports de domination sont lisibles, y compris dans les postures, ce que certains appellent une sémiologie
ou une clinique des rapports humains dans la position du corps. D'ailleurs, il a écrit à cet égard un magnifique article avant de venir en Algérie. En Algérie, oui. Oui, oui, dès qu'il avait terminé ses études de médecine, qu'il a appelé le syndrome nord-africain. Et cet article est une étude saisissante de la relation médecin-malade, médecin, à l'époque il travaillait en France, donc médecin européen et malade nord-africain. Et l'ensemble des préjugés qui étaient projetés à travers la relation médecin-malade sur cette personne qui était déracinée de chez lui, exposée donc à toutes à tous les malheurs du monde et qui était aussi colonisée, et qui était dans une souffrance atroce qui n'arrivait pas à être comprise. Et voilà un exemple concret donc des deux aliénations à la fois personnelles et collective, disons. Alors il y a Abdenour Zahzah, réalisateur de cinéma, qui a eu l'idée, depuis quelque temps, il travaille sur Frantz Fanon, il vient de sortir un film biographique, Docteur Frantz Fanon, et il vient d'avoir un prix. Bonjour Nourdine Zahzah, merci d'être avec nous dans l'émission dédiée au centenaire de la naissance de Frantz Fanon cette année 2025. Bonjour Badira. Merci d'être en direct avec nous. Merci. Alors il y a un prix, le prix de l'Oxour en Égypte. Comment il a été reçu le film de Frantz Fanon à la présentation de au festival? Il a été très bien reçu. Moi je me dis c'est Fanon dans le désert égyptien. Oui, c'est ça. Et l'Oxour. Et au fait la salle était pleine. Ils ont ramené beaucoup de lycéens, d'étudiants, etc. Et puis il y avait beaucoup de critiques et il y avait selon le débat que j'ai eu après avec le public, en fait ils connaissaient pas, ils savaient que l'Algérie était colonisée, etc. Mais il maîtrisait pas qu'est-ce que c'est la colonisation en fait, de l'intérieur et surtout sur le plan de la santé mentale. D'accord, donc c'était une découverte pour eux. Une sélection également au Festival du FESPACO, le film Abdenour Zahzah. Oui, il est tout le temps vu, Badia. Il est sélectionné au FESPACO et dans un festival à Miami, à Zurich. Cette semaine, il passe à Berlin aussi. Et à Alger, est-ce qu'il y a eu l'engouement que vous vouliez? Non, il n'y a pas un grand engouement, malheureusement. Les gens ont perdu l'habitude d'aller au cinéma. On parle beaucoup, et même moi, j'ai du mal à prendre mes enfants et à aller au cinéma. Il faut qu'on reprenne ses habitudes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas un grand engouement. Il y a un public. Je salue d'ailleurs notre ami Riyad Ayadi qui a eu le courage de garder le film. Il continue à être en salle. Il continue à être en salle et dans les 3 villes, Oran, Alger et Constantine. Mais ça va, il y a tout le temps, on n'a pas fait 0 spectateur. D'accord. À chaque fois, il y a quelques spectateurs, une poignée. Et je pense que le distributeur doit continuer à le laisser au niveau des salles parce que ça marque le centenaire de sa naissance. Il le laisse courageusement parce que les salles, ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent avec les films américains. Mais ils gardent Fanon à l'affiche et ils sont à saluer. Alors pour vous, Abdenour Zahzah, parce que vous allez nous quitter dans quelques instants, si on devait résumer, vous avez écouté un peu l'intervention de Monsieur Chakali et du professeur, voilà, du docteur Chakali. Est-ce que vous le retrouvez dans cette description, mais pour vous, vous le qualifiez comment? Vous qui avez filmé, vous avez été, on va dire, vous avez eu l'idée quand même de le faire vivre à travers un film. Comment je décris Fanon, je pense individuellement, il y a des gens comme ça, il n'a jamais, il était, comment on le dit, Bederja, il était Mehach al-Hogra, Fanon, il était contre le Hogra sur le plan individuel déjà. Pour preuve, il est parti volontairement faire la Seconde Guerre mondiale pour défendre sa patrie, selon lui, lorsqu'il était adolescent, qui était la France. Et enfin, il découvre le racisme. C'était déjà une blessure sur une autre blessure. Et en plus de la blessure de la guerre. Et après, il rencontre, moi je le résume, Fanon, Fanon que l'on connaît aujourd'hui, c'est une histoire d'une rencontre entre les Algériens et Fanon. Il a rencontré tout un peuple qui est comme lui et qui n'a pas oublié qu'il était colonisé, malgré que ça soit la plus vieille colonisation du monde.
Fanon, quand il est arrivé à Blida, c'était carrément des départements français. Ça veut dire, c'était une vieille colonisation et c'en était fini, quoi. C'était la France. Et puis, il y a eu ce 1er novembre 54 et Fanon n'a pas loupé le train, quoi. D'accord. Vous êtes en ce moment au niveau de la maison de France Fanon? Oui, on fait un peu de jardinage, on l'entretient. Oui. On essaie de l'entretenir et j'espère qu'elle va accueillir un centenaire France Fanon durant... Vous me disiez que vous aviez envie de lancer, Abdelnour Zahzah, un appel, que ce centenaire doit être célébré, qu'on doit faire des activités, qu'on doit emmener, je veux dire, au niveau des universités, expliquer qu'est la pensée de Fanon, des choses doivent se faire. Exactement, il y a Blida, déjà, il y a une grande université, l'université de Blida, où beaucoup de départements ont des connexions avec la pensée fanonienne, que ce soit en médecine, en psychiatrie, bien sûr, bien évidemment, mais aussi en littérature, en histoire, etc. etc. Et puis, Blida, ça symbolise quand même c'est quand même la ville de Frantz Fanon. Lorsqu'il était en Algérie, il a résidé ici, dans la maison où je suis actuellement. Et puis, beaucoup de spécialistes de Fanon que j'ai rencontrés grâce à la tournée du film, qui sont un peu dans le monde entier, rêvent de voir d'où vient Fanon, d'où vient la pensée de Fanon et de voir Blida. Et ils étaient tous enthousiastes de l'idée que nous avons créé un musée. Mais pour le moment, le plus dur, je pense, a été fait. Mais il y a encore plus dur, c'est d'animer ce musée, qu'il soit ouvert. Qu'il soit plus vivant. On en saura un peu plus avec Mohamed Chakali. Mais est-ce que votre film a été présenté à Blida, Abdelnour Zahzah? Pas encore. Ah non, ça c'est pas juste. Il faut le faire cette année-là. Justement, on attend. Qu'est-ce que vous attendez? J'espère, on attend, il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle à Blida, il n'y a pas une salle de cinéma à Blida, une petite salle? Non, il n'y a pas de salle. Il y a la salle de la Cinémathèque qui est fermée depuis quelques années. Oui, c'est quand même triste. Oui, il y a beaucoup de monde quand même à Blida. Oui. Et les gens voudraient voir. Il y avait des salles, il y a des gens qui aiment le cinéma. Donc les Blidéens se sont déplacés à Alger pour voir le film, et notamment de l'hôpital. Mais on espère justement, durant le centenaire, projeter le film tout à fait. Dans le musée. Voilà, moi je vous proposerai, il y a une image qui me revient de votre film, Abdelnour Zahzah. C'est l'image du café dehors avec les malades et Fanon et Abdelrahman Aziz qui jouait, qui chantait. S'il y avait une belle grande placette et qu'on projette ce film de Abdelnour Zahzah pour faire découvrir à tous les Blidéens, ça serait peut-être ça l'idée. Grand écran d'or. Oui. C'est ça l'idée. L'écran Riyad, il peut assurer la technique, etc. Ramener un écran et un projecteur. Et puis, en fait, finalement, Fanon avait des idées simples. Mais ces idées simples, voilà, c'est ces idées simples qu'on peut faire. On s'est éloigné de cette simplicité et ça nous paraît maintenant des montagnes à bâtir. En tout cas, j'espère que les Blidéens, et même Andorre, et puis je vous souhaite beaucoup de succès, Abdelnour Zahzah, encore pour votre film. Tfadal. Je vous remercie, Badia. Un dernier quelque chose avant de partir pour Seulement j'espère finir en beauté avec parce qu'il y aura le centenaire, il est déjà annoncé dans plusieurs pays, à commencer par la Tunisie à côté, oui. Oui, le 20 février, ils organisent un centenaire à la faculté de médecine de Sousse. Oui. Et puis Napoli, les États-Unis. Et j'espère Blida, ça serait une évidence. Écoutez, donc, on l'espère. Je lance un appel, mais plus qu'un appel, il faut monter un projet et aller voir les autorités, le ministère de la Culture, de la Santé, de Blida. Et c'est pas quelque chose de difficile. Bien sûr, à réaliser, tout à fait. En tout cas, je l'espère. Merci pour votre intervention. Je laisse la place parce qu'on peut avoir que 3 invités par téléphone. On va essayer d'avoir l'intervention d'un autre invité qui nous attend. Merci à vous, Abdelnour Zahzah. Et puis, merci, Badia. Voilà, ici le 14h27. Professeur Idriss Terranti, est-ce que vous avez vu le film de Fanon réalisé par Abdelnour Zahzah? Malheureusement, pas encore, puisque je suis à Constantine et donc... Et à Constantine n'a pas été présenté, j'aurais pu... on a oublié. À ma connaissance, non. Ok, d'accord. Alors, donc, si je monte sur Alger, ce serait un plaisir de le voir, mais sinon, bon... Je vous conseille. Oui, bien sûr. Parce que même les images... Mohamed Chakali, vous l'avez vu. Bien entendu. Naam.
Je le voudrais vivement, bien entendu. Oui, et ben je l'espère qu'il sera même présenté à Constantine et dans toutes les wilayas. Alors, durant la guerre de libération, on continue, et dans quelques instants, on va avoir l'intervention de Miloud Yebrir, écrivain et psychiatre, à travers les ondes, mais on continue avec vous et Dr Chakali pour parler du centenaire de Fanon. Alors, durant la guerre de libération nationale, Fanon a fait naturellement le choix de l'Algérie, vous l'avez dit. Il a rejoint l'équipe d'El Moudjahed, le quotidien, participe à la formation politique des cadres de l'ALN et représente l'Algérie au Congrès panafricain. Il était sur tous les fronts. Absolument. Et il a continué à exercer en tant que psychiatre. Tout à fait. À la fois pour les réfugiés algériens qui étaient en Tunisie, mais aussi bien pour au sein d'une structure hospitalière pour les consultations générales, à Charles-Nicolle. Et il a même été un peu en avant, parce qu'il faut dire que ce qui caractérise Fanon, c'est son travail inlassable. C'est quelqu'un qui travaille énormément avec des capacités extraordinaires. Et il a même procédé à l'ouverture, ce qui était révolutionnaire à l'époque aussi, donc c'est dans son tempérament, d'un hôpital de jour. D'accord, ok. Qui a fonctionné donc pendant une année, et il en a fait la démonstration de son efficacité supérieure par rapport à l'hospitalisation habituelle, dans une communication publiée en Tunisie, avec quelqu'un, malheureusement, dont on parle aussi très peu, c'est Charles Géronimi, qui l'a accompagné en Tunisie. Et qui travaille avec lui et qui a continué à travailler ensuite en Algérie comme neurologue. D'accord. Donc il a continué à travailler et à voir les gens et même à publier, donc avoir une activité de recherche, une activité clinique, et aussi avoir des responsabilités à El Moudjahed et aussi en tant que représentant du FLN. C'est quelqu'un qui était d'un apport à la fois quantitatif et qualitatif extraordinaire pour la révolution algérienne. Vous voulez répondre à cette question aussi? Oui, attendez, je vois aussi M. Mohamed Chakali. Toujours dans le même esprit, sa participation. Fanon, c'est une greffe entre un homme exceptionnel, qui avait des capacités exceptionnelles de travail et de réflexion. On se demande comment il a pu faire tout ça en 36 ans. Et les infirmiers qui ont travaillé avec lui nous disaient qu'il ne dormait pas. Je pense qu'il ne dormait pas du tout. Il devait travailler tout le temps. Peut-être 1 heure de sommeil. Ouais, il devait travailler tout le temps. Donc c'est cette greffe ou cette fusion entre un homme exceptionnel et une situation exceptionnelle qui est celle des années 50 en Algérie. Exceptionnelle. Sur le plan qu'on connaît, c'est-à-dire l'Algérie était en pleine guerre de libération, était en phase d'acquérir son indépendance. Et en plus, ce qui a fait aussi que Fanon, en tant que médecin, nous pouvons dire que Fanon, il n'y a pas que Fanon, toute la période des années 50 et début des années 60 ont été des années révolutionnaires dans le domaine de la santé mentale. C'est-à-dire c'est les années où on a commencé à penser aux droits humains chez les personnes atteintes de troubles psychiques. Même le terme de malades mentaux devrait être banni parce que ce sont des victimes d'une maladie. Donc, les années 50 ont été le moment où on a commencé à penser au traitement ambulatoire, auquel on ne pensait pas du tout. La prise en charge dans le monde entier, c'était une prise en charge asilaire. On éloignait les malades, on les enfermait et on les laissait le plus longtemps possible en dehors de la cité. Dans le monde entier maintenant, les choses se passent complètement autrement. Et elles se passent peut-être dans le sillage de ce qu'a fait Fanon à Charles-Nicolle en Tunisie, c'est-à-dire une vision différente de la maladie et de la prise en charge de la maladie qui est respectueuse des droits de la personne. Et c'est quand même un fait important que Fanon ait pensé à ça aux années 50 en Tunisie, alors qu'en Europe, on était encore sur les asiles. Il était avant-gardiste, donc on pourrait qualifier de psychiatrie sociale, c'est ce qu'il a essayé d'appliquer? Parce qu'il y avait aussi des moyens qui ont été inventés. Les médicaments, par exemple, les psychotropes, les médicaments qui soignent, il faut le dire et le répéter, qui soignent les troubles mentaux dans leur majorité, ont été inventés en 1952. Donc c'est tombé aussi à la même période. Donc la période était féconde, pas seulement par Fanon, qui est quand même exceptionnel, mais aussi par le moment, qui était un moment où on commençait à reprendre les discussions. Et peut-être même la révolution algérienne elle-même est venue dans ce cadre-là, à rappeler le fait colonial
qui est un fait inhumain, un fait anti-droit de l'homiste, qui était un fait à bannir. Et c'est ça, c'est cette double rencontre entre un homme exceptionnel et une situation particulière qui est celle de la révolution algérienne, qui est quand même un exemple dans le monde entier. Donc c'est ça ce qui a fait que cette pensée a été très fructueuse, féconde, et avec une dimension universaliste. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement un Algérien. C'était un homme universel, un humaniste, au sens réel du terme. Oui. Et on le sentait. Professeur Taranti, si vous permettez, une petite pause. Vous ne partez pas trop loin. Voilà, Abdelrahman Aziz, parce que ça vous parle aussi, ça nous parle, ça nous rappelle Fanon. D'ailleurs, il a travaillé longtemps auprès de lui. Et puis, on revient avec une autre intervention. Il est 14h33, l'instant culture. Et ben, à notre manière, nous essayons de faire découvrir à nos jeunes auditeurs et auditrices Fanon, cette figure majeure des luttes décoloniales, et surtout, ça marque cette année-là le centenaire de sa naissance. Il est 14h37, l'instant culture dédie cette émission à la pensée de Fanon, la théorie de Fanon qui affirme que plusieurs troubles à ce jour sont les résultats des traumatismes coloniaux d'autrefois. Et on a avec nous dans les studios monsieur le docteur psychiatre Mohamed Chakali. Il est sous-directeur au niveau du ministère de la Santé mentale. Il est membre de l'association des Amis de l'Hôpital, et nous allons avoir dans quelques instants, il a intervenu avec nous, professeur Idriss Teranti, je le prononce bien, je l'espère, pédopsychiatre. Et nous allons avoir tout de suite Miloud Yebrir, écrivain psychiatre. Bonjour. Bonjour Madame Badia, bonjour à mon Chakali. ami et mon professeur Chakali et professeur Teranti. Merci d'être avec nous. Alors je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'entendre le début de l'émission ou pas. Bah si, je les suis depuis le début, oui. Alors dites-moi, je sais donc vous êtes écrivain, psychiatre, vous avez un parcours de médecine générale, vous avez fait une spécialité à Blida, vous avez travaillé dans le journalisme, la traduction, vous avez publié un roman et recueil de nouvelles et plusieurs articles d'opinion. Mais pour vous, le plus important, le point, quand on parle aujourd'hui de Fanon, c'est l'actualité de son œuvre dans un contexte géopolitique où règne l'interventionnisme, si je l'ai bien prononcé, et le néocolonialisme et le danger de perdre ce qu'on a construit après les indépendances dans les années 50 et 60. Bah, exactement. En fait, Fanon a été l'un des héros de la révolution algérienne. Avec les damnés de la terre, on a pensé que la colonisation c'est fini, on vit le post-colonial, la période post-coloniale. Mais malheureusement, Fanon retrouve aussi une actualité aujourd'hui dans un contexte géopolitique où règne, comme vous l'avez bien dit, l'interventionnisme et il n'y a pas que l'interventionnisme, mais aussi le racisme, les déclarations de changement de frontières avec la force. On a entendu il y a quelques jours Trump parle de Panama et d'une île de Danemark. Et on a entendu il y a quelques jours aussi le président turc parle des frontières et des changements de frontières entre l'Irak. Il y a un décalage, je pense, avec la communication. La Syrie et la Turquie. Et je pense que Les damnés de la terre ou l'œuvre qui concerne la décolonisation de Fanon trouve toute son actualité aujourd'hui, puisque les États-nations construits après l'indépendance sont en face de difficultés, comme on a vu avec l'Irak, avec la Syrie, avec l'Afghanistan, et voilà. D'accord, donc il est d'actualité. C'est ce que vous. Mais vous, en tant que psychiatre, comment vous l'avez rencontré, à quel moment? Parce que vous êtes jeune, hein, Miloud Yebrir. Comment Fanon, vous le découvrez dans votre cursus de psychiatre? Alors, je l'ai découvert la première fois à l'hôpital de Frantz Fanon. J'ai fait le premier stage d'externat à l'hôpital Frantz Fanon. Alors, c'était le premier, la première fois
où j'ai lu le nom de Frantz Fanon, et depuis j'étais curieux de savoir qui était Fanon. Fanon était un psychiatre ou un écrivain ou un penseur ou un anthropologue ou un théoricien de la violence. En fin de compte, il était tout ça, mais il était aussi un homme en quête de liberté tout court, mais aussi de liberté académique aussi. Je pense qu'il faut noter ça, puisque Fanon a été évolué dans un contexte académique, idéologique dans les années 50 et 60, c'est ce que disait où règne la psychanalyse, le marxisme, la phénoménologie. Fanon était tout ça, mais il n'était pas vraiment psychanalyste, il n'était pas marxiste, il était fidèle à la réalité, beaucoup plus à la méthodologie. C'est pour cela il a produit une œuvre assez exceptionnelle et assez originale. Alors Fanon était un essayiste et un théoricien révolutionnaire. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Yebrir, sa pensée décoloniale et de ses conceptions des rapports entre racisme et culture? Alors, Fanon ne fait pas une différence entre colonisation et phénomène culturel et racisme. Au contraire, il insiste sur la compréhension, l'analyse et la décortication des phénomènes de racisme et des phénomènes culturels d'aliénation, où l'aliéné, le colonisé, essaye d'intérioriser ou intériorise les valeurs, la langue, les manières du colonisateur. Et je pense que c'est le plus important dans la pensée de Fanon aujourd'hui, c'est de relire ces théories ou ces analyses dans le contexte culturel. Voilà, alors avant la fin, restez avec nous, Monsieur Miloud Yebrir. Je rappelle que vous êtes écrivain et psychiatre. À la fin de l'émission, vous allez essayer de nous proposer et aux auditeurs 2 ouvrages ou 3 à lire absolument pour découvrir qui est Fanon. Je me tourne vers professeur Idriss Terranti qui nous a rejoint. On l'avait perdu quelques instants. Professeur Terranti, vous dites dans une publication que j'avais lue, de l'aliénation sociale à l'aliénation mentale, Fanon, un psychiatre novateur. Pourquoi? C'est ce que j'ai déjà dit en introduction. D'abord, il faut partir de la conception qu'a Fanon de l'homme. Et il le dit en ces termes. Il dit que l'homme est ce par quoi la société parvient à l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut envisager l'homme, disons, en dehors de ses liens sociaux. De son milieu. Ce qui constitue l'être humain, c'est le fait qu'il soit social et qu'il soit en interaction, et en communication. Et la construction même de l'être humain, y compris d'un point de vue de développement, de la personne, d'un point de vue ontologique, c'est le regard des autres qui me permet de me construire. C'est ce que les gens me renvoient de ce qu'ils pensent que je suis, qui veut me faire devenir. Monsieur Chakali peut-être veut réagir. Allez-y. Oui. Non, allez-y, continuez, professeur. D'accord. Donc, c'est à partir de ce constat qu'on peut effectivement lire, expliquer et comprendre la pensée de Fanon, pour qui il n'y a absolument pas de dimensions différentes et de contingentement à faire entre un individu et son existence dans la société, et ses rapports sociaux. Et l'aliénation de l'un constitue l'aliénation de l'autre dimension.
ça ne peut pas être autrement. C'est une conception systémique, dynamique, qui implique des choses qui se construisent et qui se co-construisent au fur et à mesure. Il dit des choses qui paraissent comme ça contradictoires. Et d'ailleurs, à la fin de son ouvrage sur les damnés de la terre, il interpelle à la fois le colonisé, mais aussi le colonisateur, à se défaire, disons, de leur double aliénation. Parce qu'il considère que le colonisé lui-même est aliéné à partir donc de ses récits, de son histoire, suprémaciste, bien sûr, qui fait qu'il n'arrive même pas à s'extraire de sa position et qu'il ne comprendra jamais la réaction du dominé, du colonisé. Juste. Voilà. Allez-y. Ça nous a permis, aussi de comprendre un peu ce qui pousse le colonisé parfois à des révolutions, disons, ratées, parce que en essayant de se défaire du joug, du colonisateur, du dominant, il tend lui-même à reproduire les rapports de domination qui vont s'exercer plus tard. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre des damnés de la terre, justement, où il dit que où il explicite comment cette phrase qu'il a mise dans son ouvrage, le colonisateur ne rêve que d'une chose, c'est habiter, prendre ce qui appartient au colon, ou reprendre ce qui appartient au colon, habiter dans sa demeure, etc. etc. Donc, il y a nécessairement un rapport, disons, dialectique entre l'individu et le groupe, qui se construisent et se co-construisent. Allez-y, docteur Chakali. Donc cette relation d'hégémonie, de domination, nous explique clairement le parcours de Fanon. C'est-à-dire qu'il s'est mis comme tout médecin dans un hôpital avec une blouse blanche et il a commencé à soigner des malades, mais il a tout de suite compris que ça ne suffisait pas dans ce domaine. C'est-à-dire un chirurgien aurait peut-être le faire, mais comme psychiatre, il a vu que il ne fallait pas soigner l'individu, il fallait soigner l'environnement. Et dans l'environnement, la chose dominante de l'époque où il a vécu, qui était criarde, c'est-à-dire que lui, il a très bien vu, c'est cette relation de domination coloniale. Donc il a compris qu'il fallait mettre sa blouse de côté et il est parti en Tunisie s'occuper. Il a presque enlevé sa blouse parce qu'il a continué à la porter puisqu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, créé un service, enfin travaillé un moment à Charles-Nicolle. Mais il s'est aussi, et les témoignages le rapportent, il s'est aussi beaucoup occupé de psychotraumatisme le long des frontières. Donc toutes les populations réfugiées en Tunisie algérienne ont bien sûr développé, parce qu'elles ont vécu en Algérie déjà, et la situation de réfugiés aussi, on le sait maintenant de toute façon très bien, les réfugiés sont de très grandes victimes de violences. Donc il a compris qu'il fallait s'occuper du psychotraumatisme, et on peut dire même que c'est un des auteurs qui ont été peut-être les précurseurs à traiter cette question, qui a été traité effectivement à la fin des années 19 par la psychanalyse, et Freud a fondé toute sa théorie sur le traumatisme, le traumatisme de l'enfance. Mais ça a été un peu abandonné, ça a été continué à être étudié au niveau des armées pour soigner les soldats traumatisés pour qu'ils reviennent au front, etc. Donc c'était plus une question civile. Il a fallu attendre le post-Vietnam, c'est-à-dire aux années 80, pour que les classifications internationales intègrent la question du PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Sinon, le psychotraumatisme, Fanon a été un des précurseurs qui a décrit des situations concrètes, réelles, dans son ouvrage Les damnés de la terre. Il y a beaucoup de catégories et aussi les victimes de la torture. Les victimes de la torture, Fanon, on a fait tout un moment où il s'est arrêté. Parce qu'effectivement, la torture est une violence exceptionnelle. C'était la méthode, bien sûr. Et les tortures ont été pratiquées très largement pendant la guerre de libération. Donc ça a été aussi l'objet d'études. Fanon, pour dire rapidement aussi, a soigné même un commissaire de police qui souffrait parce qu'il torturait.
C'est quand même Ablida. Il a croisé dans les allées quelqu'un qui se plaignait parce qu'il dormait pas et disputait avec sa femme parce qu'il n'arrivait plus à tenir à force de torturer, bien sûr sous ordre, mais il souffrait de ça. Donc Fanon a eu aussi ce luxe. Il a eu pitié du bourreau, on va dire, du tortionnaire. Alors, ils sont partis les deux. Oh, dommage. Peut-être qu'on va avoir juste au moins une question. Alors, si c'est vite passé 14h51 avec les interventions que nous avons eues. Docteur Chakali, comment on peut expliquer que 100 ans après sa naissance, la pensée de Frantz Fanon reste toujours d'actualité? Et juste avant, est-ce qu'on peut rapidement dire, vous êtes responsable de la santé mentale, docteur Chakali, au niveau du ministère de la Santé, est-ce qu'on peut dire, que reste-t-il de la psychiatrie, de la pratique de la psychiatrie de Fanon? D'abord, moi j'ai une idée très simple, peut-être qu'elle est même un peu naïve, mais je me dis que les choses qui ont du sens finissent toujours par rester, par même se développer et s'imposer. Donc Fanon a dit des choses qui sont extrêmement concrètes, simples et logiques. Donc tous ceux qui lisent Fanon, tout de suite comprennent que c'était quelqu'un qui avait des choix fondés et que ces choix-là ne peuvent pas se ternir. C'est comme de la matière précieuse. Ils ne peuvent pas se ternir. Donc, ce qui reste de Fanon aujourd'hui, d'abord Fanon, je le répète encore, il n'y avait pas que Fanon. Il y avait tout un mouvement de désaliénation des années, surtout en France. Donc, la France a été quand même un exemple du développement des soins en santé mentale en dehors des asiles, de la désaliénalisation, même si maintenant cette approche, elle souffre parce qu'elle pose de très gros problèmes de société, mais le Fanon, il a à la limite accompagné un mouvement. On peut le voir comme ça. Il a accompagné un mouvement avec une logique qui est celle de l'Algérie révolutionnaire des années 50. Mais il était dans le soin. C'était un médecin. On ne peut pas lui enlever ça. C'était un grand médecin qui voyait bien les choses, qui a bien apprécié la relation médecin-malade, et les témoignages le disent, les infirmiers de l'époque. Fanon était quelqu'un qui prenait le café avec ses malades, qui discutait avec ses malades, pendant que l'approche très technocrate du médecin qui est derrière un bureau, qui donne des consignes à l'infirmier, les malades ne parlaient même pas la même langue que le soignant. Déjà ça, c'est un grand problème. Et Fanon était quelqu'un qui était très très proche de la société et des malades. Il s'est même baladé dans des zaouiettes pour aller voir dans les marabouts comment les Algériens soignaient les malades mentaux de l'époque. Il était très curieux par rapport à ça. Donc il était très 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 proche des malades et de la société. Et il a fini par choisir le soin de la société, soigner une société et pas des individus. Pas des individus. Comment vous expliquez, professeur Terranti, comment expliquer que 100 ans après sa naissance, la pensée de Frantz Fanon reste toujours d'actualité? Ça serait la dernière question parce qu'il nous reste quelques minutes pour clôturer l'émission. Je pense que la pensée de Fanon continue à nous interpeller pour plusieurs raisons. C'est que les rapports de domination continuent et deviennent même de plus en plus féroces, je dirais. Et d'une part, à la fois d'un point de vue économique, politique, on a peut-être depuis très longtemps jamais atteint le degré de violence qui se déchaîne actuellement dans le monde et en particulier en Palestine. Bien sûr. À Gaza, bien entendu, c'est quelque chose de terrible que le monde entier assiste à une destruction aussi féroce d'une communauté, d'un peuple, de manière aussi tragique. Et donc, nous revenons vers les guerres de conquête. C'est carrément à cette époque où les gens, des pays entiers, des populations entières se faisaient massacrer. Nous en avons fait l'amère expérience. Et ça continue. Nous avions pensé que les années qui étaient venues après la décolonisation allaient être meilleures et finalement on se retrouve... Donc nous sommes de fait interpellés, mais aussi par des formes de domination moins brutales, notamment néocoloniales, économiques, politiques ou même culturelles, qui sont à l'œuvre. Et des contradictions actuelles dans le monde entre dominants et dominés ne peuvent pas donc s'inspirer de l'engagement, de la pensée, de la pratique de Fanon et de ce qu'il a... Qui était profondément humaniste, je dirais, professeur Idriss. Profondément humaniste. Et c'est ce qu'on a besoin. On dit souvent que
en Occident que Fanon est un théoricien de la violence, qui est complètement faux. Il dit tout simplement que il y a une différence fondamentale entre la violence du colonisateur, qui est absolument bâti sur la négation de l'être, de l'individu, de la personne, de sa culture et de sa société, et de la violence réactionnelle de celui qui veut se libérer, et qui a nécessairement une limite, parce qu'elle ne vise pas la destruction de l'autre, elle vise la restitution de la personne comme interlocuteur. Merci beaucoup, professeur. Voilà. C'est très intéressant. Finalement, je disais à Mohamed Chakali qu'une heure n'a pas suffi. Centenaire de Fanon, on y reviendra. Ça ne suffira pas. Voilà, ça ne suffira pas. J'espère que nous aurons plusieurs jours de célébration, ou même toute une période. Oui. Je voudrais ajouter un mot par rapport un peu à la non-connaissance. Rapidement. Oui, à la silenciation qui est faite un peu autour de Fanon dans son pays. Dans son pays, c'est malheureux. Et y compris dans la discipline qui était censée être, disons, celle qui a été mise en place par Fanon dans le sillage de la guerre de libération du peuple algérien. C'est construite la psychiatrie libératrice fanonienne. Eh ben, écoutez, on y reviendra parce que vraiment une heure de temps. Merci beaucoup à partir de Constantine pour votre intervention, professeur Idriss Terranti. Et quand vous êtes de passage sur Alger, faites-nous signe, vous serez bienvenue dans les studios d'Alger Chaîne 3. On s'excuse auprès. Merci, on s'excuse auprès de Milou Diabrira, écrivain et psychiatre qu'on n'arrive pas à joindre. Je pense à partir de France, et nous avions aussi Abdenour Zahzah, merci pour son intervention. Mohamed Chakali, un livre, rapidement, un titre à proposer à nos auditeurs pour découvrir l'esprit de France Fanon. Le titre m'échappe, il y a un très bon livre qui vient d'être édité en anglais, mais qui a été traduit. Donc le titre m'échappe, il y a un ouvrage récent qui a été écrit sur la vie de Fanon, donc il suffit de chercher une petite mais sinon, Google, il y a un classique. Et on trouve le dernier roman. Il y a aussi le roman le livre de Alice Cherki, qui était une interne de Fanon, donc qui a côtoyé Cherki de très près, et qui a fait un pavé sur l'histoire de Fanon de l'hôpital France Fanon. Tout à fait. Elle a témoigné auparavant. Oui, elle a un ouvrage extrêmement intéressant sur... Donc, et puis il y a les ouvrages de Fanon, mais ils ne sont pas nombreux, mais ils sont extrêmement denses et riches. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci à Mohamed Toualbi qui a assuré le direct. Merci à Adnan qui était à la technique, Nesrine à la régie et au streaming, Yassine. Merci à Yassine, un petit coucou. Voilà, donc qu'on n'oublie pas. On vous retrouvera demain d'ailleurs pour un autre sujet. C'est pas l'Instant Culture, une émission spéciale. Vous en saurez un peu plus demain à partir de 14h. Merci à vous, Mohamed Chakali. Bonne continuation et n'oubliez pas, l'esprit de Fanon ne doit pas vous quitter, il est d'actualité. Yamen H, au revoir. Merci.